On va aller découvrir un emploi ou des emplois, parce que ça touche beaucoup de monde, mais des emplois que vous ne voyez pas, mais auxquels vous assistez sur une base régulière pour certains et pour une base occasionnelle pour d'autres, c'est d'aller voir des spectacles. Et entre autres, des spectacles au Centre Vidéotron qui, maintenant, avec l'infrastructure que l'on a là, nous permet d'avoir des spectacles qui sont en tournée à travers le monde. Des spectacles d'aréna, bien sûr. Et c'est des spectacles donc qu'on peut voir partout dans le monde qui débarquent ici à Québec. Et pour parler de l'arrivée, de l'installation et des opérations autour de ces spectacles-là, bien, on a avec nous le directeur des opérations événementielles au Centre Vidéotron, Pascal Sioui. Pascal, salut! Salut, ça va bien? Très bien, toi? Oui. Bon, t'es off aujourd'hui ou quoi? Non, j'ai quelque chose qui se passe à 9h ce matin. Jusqu'à 9h ce soir à peu près. OK, commençons avec ça. Ça peut représenter combien de jours sur 365 les opérations de montage, installation et tout ça au Centre Vidéotron? Ça varie beaucoup. Je dirais qu'après la pandémie, on a repris tous les spectacles qui étaient prévus pendant la pandémie. Okay. Après ça, on a repris tous les spectacles qui voulaient partir pendant la pandémie. Puis après ça, là, on retombe un peu plus sur dans les roulières, comme je pourrais dire. Là. L'année passée, on a fait 21 spectacles. On a eu 7-8 grosses conférences de presse. Ça, c'est en plus de tous les matchs des remparts. Et puis, tous les petits corpos, là, les parties de Noël, toutes les choses que souvent, monsieur et madame tout le monde sont pas au courant parce que c'est des choses qui sont plus à l'interne. OK. Quand tu parles, par exemple, du hockey, parce que ça, les remparts, on le sait, là, puis ça représente quoi? 45 games, peut-être, à peu 35 près? à peu près. 35. Tout dépendant des séries éliminatoires. Ça représente quoi comme travail? Parce que c'est peut-être moins lourd qu'un spectacle de musique, par exemple? Oui. Moi, mon équipe, on est plus ou moins impliqué avec les remparts parce que c'est une machine qui est rodée. C'est une partie de hockey. Cependant, on va s'impliquer. L'année passée, on a eu 3 concerts après les parties. Donc, ça, c'est mon équipe qui va prendre ce côté-là. Côté hockey, c'est vraiment l'équipe à Tommy Castonquet qui s'occupe de tout gérer Mais par exemple, il y a eu un spectacle, puis les remparts jouent dans 2 jours. Là. Les baies vitrées vont avoir été enlevées. C'est-tu ton équipe à toi qui va réinstaller les baies vitrées et qui va préparer la glace vraiment? Non, ça, c'est les opérations. Okay. C'est une équipe là, d'à peu près une dizaine de personnes, plus ou moins. Eux, souvent, ils vont commencer le soir. On a des ligues de garage des fois. Donc, eux autres, ils vont commencer le soir vers 9-10 heures. Ils vont enfiler ça toute la nuit jusqu'au matin vers 6 heures d'habitude où est-ce qu'on va rentrer. Okay. Ça veut dire ils vont caper la glace, ils mettent du plastique par-dessus la glace. Quand on est rétracté au complet, il y a un 2 pouces qu'on met pour que tout ça soit tout égal, pour qu'on soit capable de rouler la scène, rouler tous les coffres de transport, enlever les baies vitrées. Donc, il y a une dénivellation entre la hauteur de la surface de la glace où les gens vont être assis ou debout et l'arrière-scène. Ça veut dire que vous allez y aller avec une pente graduelle pour que tout soit... Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un plastique par-dessus la glace qui est à peu près 1 pouce. Ensuite C'est isolé, sans passant? Oui. OK. Ouais, comme ça peut être isolé, c'est du plastique, là, c'est pas mais c'est vraiment chauffant, mais oui. C'est pour protéger la glace. Oui. Fait que puis en même temps que les spectateurs gèlent pas des pieds. C'est ça, exactement. OK, c'est le double défi. On peut le laisser sur la glace environ 1 mois. Ah, sans ouais? qu'il y ait de problème. Ouais. Après ça, la glace commence à devenir plus molle puis à retravailler. Là. OK. Donc, c'est ça. On va installer, c'est à peu près 1 pouce. On a ce qu'on appelle le ice dam, où est-ce que les bandes sont ancrées dedans. Puis ensuite de ça, on a une dénivellation de 2 pouces. Okay. Lorsqu'on est rétracté au complet. Fait que là, on va installer le 2 pouces. Et puis, lorsqu'on va rouler la scène, parce que la scène n'est jamais en place, c'est 95-98%, la scène va être en plein milieu de l'amphithéâtre. Okay. On va tout installer, puis quand on va être prêt, on va rouler la scène en place. Fait qu'on n'a pas le choix que ce soit tout ça soit égal. Là. Fait qu'elle n'est pas montée directement où on la voit, la scène va être assemblée un peu à l'écart, puis ensuite déplacée. C'est ça. Et être installée là. Parce qu'il faut sauver du temps. Okay. Parce qu'on va installer l'éclairage, on va installer les points d'accrochage, on va installer le son. Pendant ce temps-là, il y a une autre équipe qui va être en train de monter le décor, les instruments de musique, tout ça sur la scène. Lorsque tout ça va lever, ben là, on va pousser la scène en place pour que les deux arrivent. C'est des équipes différentes, mais toi, tu chapeautes toutes ces équipes-là. C'est ça, exactement. OK. Quel est le délai que vous avez? Là, un coup que, mettons, l'équipe de hockey, pas l'équipe de hockey, mais l'équipe en charge du hockey, ont placé les plastiques sur la glace, ils ont préparé ça, ils ont enlevé les vitres aussi. Oui. Là, c'est là que tes équipes entrent en force. Et mais combien de temps que tu as
avant le premier test de son ou avant qu'il faut que tu débarrasses? Ça va dépendre de l'ampleur de la tournée. OK. Si on prend, comme par exemple, on a peut-être une vingtaine de configurations de salles différentes. Si on est en théâtre qui est complètement au bout, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on va avoir 53 pieds. Si Billie Eilish, qui en avait 22, qui était scène centrale, c'est beaucoup plus long. OK. Roger Waters, on était supposé rentrer à 3 heures du matin pour un spectacle à 8 heures. Finalement, ils ont décidé de rentrer la veille. Mais je dirais, d'ordre général, on va rentrer vers 6 heures le matin à peu près. OK, pour un spectacle le soir. À 8 heures, oui. Quand même. 7 heures, 8 heures. Le plus gros déploiement, parce que le Centre Vidéotron a quand même quelques années déjà derrière la cravate. Le pays, t'es là depuis le début, toi? Non, moi, ça va faire 4 ans. Là. 4 ans? C'est quoi le plus gros déploiement que tu as vu, l'artiste? Billie Eilish. Billie Eilish? Billie Eilish, Roger Waters. Mais Billie Eilish, on le sait, Dominique Goulet, celle qui book les spectacles, a frappé fort. On était très chanceux d'accueillir Billie Eilish. Toutes les yeux de la planète étaient tournés vers nous parce qu'on faisait la pré-production et la première. C'était 53 pieds, 11 tourbus, 185 personnes au montage. C'était immense, une scène centrale. Est-ce que vous étiez moins pressé par le temps, vu que vous étiez dans le rodage, ou vous étiez c'était la pratique un peu de tout ça, là? Oui, c'est une bonne question. On était moins pressés. Cependant, eux autres, ils veulent quand même essayer de le rentrer parce que c'est une pratique. Puis souvent, la deuxième ou la troisième ville, là, il faut que ça rentre toute la même journée, là. Nous, ça leur a pris à peu près 48 heures, en gros, pour rentrer le spectacle. OK. 185 personnes. Mais là, ces 185-là, ils prennent pas l'autobus pour aller l'installer à Montréal ou à Toronto. Non. Ça veut dire combien qu'il y a de monde qui suivent une tournée, qui vont faire bouger les employés que toi, tu vas trouver? Eux autres, Billie Eilish, c'est environ 110 personnes parce que là, il y avait tous les concepteurs qui venaient avec eux autres pour finaliser le spectacle, faire la programmation d'éclairage, programmation vidéo. En général, on parle peut-être de 50, 60 personnes là, sur une tournée qui va suivre avec la tournée. Est-ce qu'il y a des spécificités qui font qu'à Québec, il y a des choses qui rentrent pas ou il y a des choses... Tu sais, parce que les amphithéâtres sont pas tous identiques, mais en même temps, ils doivent se ressembler pour la production de spectacles comme ça. Je dirais que, tantôt, on parlait du nouvel amphithéâtre. Il y a beaucoup de spectacles qu'on n'aurait pas aujourd'hui si on était encore dans le Colisée. Ouais. Billie Eilish, on oublie ça. U2 était supposé venir se pratiquer dans le Colisée. Finalement, il n'y avait pas assez de portance dans le plafond. Ils ont été à Place Belle il y a peut-être 6-7 ans. OK. Maintenant, au Centre Vidéotron, c'est un centre qui est presque neuf. On a une portance au plafond qui est de, je pense, c'est 325 000 livres. On a 6 portes de garage, ce qu'il n'y a pas partout. Et de la porte de garage jusqu'à la glace, c'est à peu près 100-150 pieds. Donc, on sauve beaucoup de temps. Je dirais que peut-être 2 fois sur 6, on va battre un record de démontage en temps. En temps, parce qu'on est beaucoup plus rapide. Oui. Est-ce que une pré-production comme Billie Eilish, tu sais, ils voulaient s'installer, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont essayé et ils ont dit, finalement, on le fera pas, on le met pas? Y avait-tu des morceaux de trop, comme quand on achète un meuble Ikea, mettons? Ouais, c'est ça. Possiblement. On n'est pas dans le secret des dieux. Nous, il faut comprendre qu'on reste un peu les autres. Donc, c'est comme si on les accueillait chez nous. Okay. Eux autres, ils font leur production, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont un horaire quand même assez précis. Nous, on les accueille, donc on n'est pas nécessairement impliqués dans le day-to-day, dans ce qu'ils font précisément. Mais comment ça marche à ce moment-là? Ils te donnent un plan? Et tu travailles sur quelle base? Toi, ça te prend un plan, les étapes de... Comment ça marche? Moi, lorsqu'il y a un spectacle qui est signé, ça peut varier entre 1 an et 3 mois à peu près. Je reçois un fichier qui me dit ça va être, par exemple, end stage, la scène au fond. C'est un GA qui va être admission générale. Moi, je vais prendre leur scène, je vais l'implanter dans le centre Vidéotron. À partir de là... De façon électronique, là, sur un tableau... C'est ça. Sur AutoCAD, un dessin assisté. Ensuite de ça, on va regarder avec la billetterie, on va regarder avec la tournée, si tout ça fait du sens pour tout le monde. Ensuite de ça, on va partir en vente. 2 semaines à peu près avant le spectacle, là, on va recevoir ce qu'on appelle le rider, le devis technique.
J'ai besoin à 6 heures de 4 machinistes, 18 gars de vidéo, 12 gars d'éclairage, 6 gars de son. Nous, on fait affaire avec l'IATSE, le Local 523. C'est un syndicat qui est sur toute la planète. C'est eux autres qui vont s'occuper de faire les montages pour le spectacle. Donc, nous, on envoie... Donc, c'est le syndicat des techniciens de scène, mais mondial. Donc, c'est eux autres qui placent le monde, genre. Non, c'est qu'il y a un local par ville. OK. Ça veut dire que lorsque je suis en tournée avec le Cirque du Soleil, par exemple, je vais arriver à Chicago, je vais appeler à l'IATSE, ils vont me fournir du monde. Je vais arriver à New York, je vais appeler à l'IATSE, ils vont me fournir du monde. Ça veut dire que les tournées sont habituées de travailler avec ce syndicat-là et avec les conditions de travail qui viennent avec. OK. Fait que moi, je vais faire la demande de personnes. Eux autres, ils vont remplir les cases, vont dire « Parfait, j'ai tout mon monde ». Lorsqu'on arrive le matin, on va avoir ce qu'on appelle les gréeurs. On va faire le marquage, ce qu'on appelle en anglais le walk and chalk. Ça, c'est du tape pour déterminer où est-ce qu'on place la scène, tous les coffrets et tous ces affaires-là. C'est ça. On a des tapes à mesurer, des rubans à mesurer sur le plancher, puis on va faire, mettons, à 4 pieds, 3 pouces, on a un point d'ancrage là. Ça veut dire qu'il y a un moteur qui va s'en aller au plafond. OK. On fait ça. Ça peut varier entre 50 et 200 points à peu près. Un coup que le marquage est fait, là, le premier appel IATSE arrive. Ça peut être de 20 à 50 gars. On va commencer à vider les camions. Pendant ce temps-là, les gréeurs, eux autres, ils vont monter dans le plafond du centre Vidéotron à 104 pieds. Les gars sont attachés sur une ligne de vie. Ils vont marcher sur une poutre d'à peu près, je dirais, 18 pouces de large. OK. Ils vont monter les chaînes des moteurs en haut. Ils les attachent. Et puis ensuite de ça, là, on va accrocher tout ce qui est pont d'éclairage. L'éclairage, ensuite de ça va être le son. On va monter ça. Un coup que ça va être dans les airs. Là, on va pousser la scène vers l'heure du dîner. Et puis ensuite de ça, là, il va y avoir les tests de son, les tests d'éclairage, refocuser l'éclairage et tout ça. Toi, ta job, elle s'arrête quand, à ce moment-là? Elle s'arrête lorsqu'on ferme le dernier camion à 2 h du matin. Alors, OK. Durant le spectacle, t'es encore là? On est là parce qu'il peut... T'as tous ces shows-là gratis, toi? Oui, mais je les vois pas toutes gratis. En nombre d'heures, d'après moi, ils payent. C'est ça. Non, sérieusement, donc, durant le spectacle, il faut que tu restes disponible? Oui, ou... on est toujours disponible parce que, comme par exemple, quand il y a la première partie, il faut la sortir. Ah, OK. Entre les deux. Fait qu'on sort la première partie, on va la remettre dans les camions. Il y a peut-être, je sais pas moi, un artiste qui va avoir des carottes ou quelque chose comme ça. Il faut faire le lien avec la cuisine du centre Vidéotron pour s'assurer que ça va être livré dans les loges. OK, même les demandes personnelles des artistes, t'as à te mêler de ça. Oui, c'est ça. C'est nous, dans le fond, on est un peu l'entonnoir du centre Vidéotron. C'est que les demandes rentrent chez nous, puis nous, on va les répartir dans tout ce qui est le centre Vidéotron. Est-ce que tu as une obligation de confidentialité? Oui, avec les artistes. C'est sinon qui veut une poupée gonflable dans sa loge. Tu la trouves, mais tu le dis pas, tu me le dis pas à moi. C'est ça, non. C'est ça. Mais est-ce que tu as la chance quand même de les rencontrer comme Billie Eilish? Tu sais, j'ai vu toutes les petites filles faire la file, puis qu'ils n'ont rien que vu passer en char, puis ils capotaient. Toi, tu as eu la chance de la rencontrer? C'est très rare. C'est très rare? Très, 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 très rare. Okay. Les artistes sont dans leur loge. À quelques reprises, ils vont venir manger avec nous au premier étage en bas. C'est très rare. Ce qui est drôle, c'est que lorsque j'étais au Cirque du Soleil avant, les artistes venaient dans la tente artistique pour prendre des photos avec nous autres. OK. Mais là, c'est vraiment l'inverse. Puis je pense que c'est correct aussi. C'est des gens qui sont... c'est des gens comme tout le monde. C'est des gens qui aiment ça avoir leur intimité à eux autres. Temps de se concentrer, de se préparer pour rentrer sur scène. Je pense qu'il y a un grand vide. Puis monter sur une scène que tu as 16 000 personnes en avant de toi, je pense pas que tu peux... tu as besoin de préparation. Exact. Pas aller, Mais est-ce que, donc, de façon générale, c'est pas des bébés gâtés ou c'est pas des gens exigeants au niveau des performances qu'ils ont à faire, mais sont pas... c'est pas si capoté que ça, là, tout le temps. Non, je pense qu'ils essayent d'avoir leur maison un peu partout. Moi j'aime ça le matin, je mange un plat de légumes, ben si je partais en tournée, je demanderais un plat de légumes. Tu demanderais la même affaire. Pour manger ça. Quelqu'un qui va être végétarien, commencera pas à manger du steak parce qu'il part en tournée. Il va vouloir continuer sa vie normale de tous les jours. Mais toi, Pascal, tu as connu les deux côtés de la médaille, parce que là, je ne savais pas. Donc, tu as été en tournée avec le Cirque du Soleil. Avec quel spectacle? J'ai fait Kidam, Dralion, Varakai, Corteo, Totem. J'ai été sur Z au Japon pendant presque 1 an. J'ai voyagé pas mal partout. Pas mal partout. Ouais. Quel spectacle du Cirque du Soleil qui t'a impressionné le plus? J'ai beaucoup dans ton travail? J'ai beaucoup aimé Totem parce que Robert Lepage l'a écrit en parlant de Wendake.
Moi, je viens de Wendake, donc j'ai vraiment aimé ça. La meilleure expérience que je dirais que j'ai eue, c'était sur Z au Japon. De travailler avec une fourmilière de Japonais. La mentalité n'est pas nord-américaine et est très différente. J'avais une traductrice qui était avec moi tout le temps. Je pouvais pas y parler comme on se parle là. Il fallait que je pense à c'est quoi le message que je veux passer. Donc, elle va traduire le message et non pas le mot à mot. Ce qui était quand même enrichissant. Puis, je suis revenu avec... Mais tabarouette, j'essaie de comprendre. Puis, comment le message, mettons... Tu veux faire installer quelque chose, tu dis, je veux qu'il installe ça. Mais... Non, je veux dire, vous allez dans le coffre là-bas, vous allez prendre le boulon qui est là avec l'écrou qui est là, vous allez revenir, vous allez le rentrer dans le trou, vous allez le mettre... Les Japonais sont comme ça, ils veulent pas faire d'erreur. Donc, on faut expliquer. Mais c'est pas qu'ils sont niaiseux. Non, pas du tout. T'as pas dit que les Japonais étaient niaiseux. Loin de là. Justement, c'est loin de là. C'est pas comme nous, des fois. Bon, puis on est des gars, on regarde pas tout le temps le manuel d'instruction, on essaie de le faire marcher, puis quand ça marche plus, on va voir le manuel d'instruction. Eux autres, c'est l'inverse. Okay. Les autres, ils vont lire le manuel d'instruction, ensuite, ils vont le faire, ce qui est beaucoup plus intelligent, des fois, que ce que nous, on est capable de faire. Puis, ça devait pas lever le ton jamais? Ça doit être très calme, oui, mais... très calme. Oui, est-ce que c'était quand même efficace ou s'il faut prévoir, fallait que tu prévois toujours plus de temps pour le Japon? Non, ce qui est drôle, c'est que la première ville qu'on fait, le Japon, avec le Shinkansen, le train, ça se fait quand même assez vite. La plupart des gens qui étaient, comme par exemple à Tokyo, ont fait la deuxième ville aussi. Donc, pendant la première ville, ils prenaient des notes. Dans la deuxième ville, on les regardait aller, puis souvent, ils étaient capables de faire une très grosse partie du montage. Ils étaient autonomes? Oui. OK. Ouais. Donc, tu as voyagé partout avec ça. Y a-tu un endroit en particulier, tu disais, à ma retraite, j'aimerais ça vivre là? Je comprends que tu aimes beaucoup ton village Huron, là, mais y a-tu un endroit en particulier où tu aimerais? Il y aura peut-être quelques villes aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé Chicago. OK. Le Japon, c'est bien, mais à un moment donné, avec la bouffe qui est totalement différente, là, si on vient qu'à cette année. Les coutumes sont tellement différentes. OK. Nico? Oui, si le montage commence à 3 heures du matin, puis finit à 2 heures du matin, l'autre journée, t'es présent pour combien de ces 23 heures-là? Puis est-ce que c'est les mêmes gars au début, puis les mêmes gars à la fin, puis ils dorment quand? Bonne question. On va avoir une certaine rotation. Moi, je suis chanceux. On est une équipe de 4. Il y a moi, il y a Martin Gauthier, Dominique Dorion et Karen Savard. On se fait des rotations. Parce qu'à un moment donné, ça devient dangereux aussi de travailler un 23 heures en ligne. On va se faire des rotations. Moi, je fais d'habitude ce qui est vraiment au début, là. Faire le plan, l'implémenter. Ensuite de ça, je vais le passer à Dominique ou à Martin. Eux, ils vont faire le bout avec la tournée, l'implantation, tout ça. Marquage, tout ça. Souvent, moi, j'aime bien rentrer très, très tôt. Je pars un peu plus tard. Les gestionnaires d'événements, Martin et Dominique, eux autres, ils risquent de rentrer peut-être un petit peu plus tard et fermer le soir. Est-ce que... oui, Dan, vas-y. Non, vas-y, Steph. Moi, c'est la pyrotechnie qui m'impressionne des fois. J'ai vu des endroits où on a brûlé des choses au plafond. C'est plus au festival d'été où on avait brûlé la toile, là, mais la pyrotechnie, est-ce que c'est le défi suprême ou ça a été calculé avant d'arriver là, puis toi, t'as de la pyrotechnie puis des lance-flammes, là, comme Kiss, ou t'en as rien à foutre. Je veux dire, c'est standard pour vous autres. Dans tout ce que nous, on fait, il n'y a rien qui n'est pas calculé. OK. Lorsqu'on commence la journée, on sait tous où est-ce qu'on s'en va, pourquoi qu'on le fait. La pyrotechnie, c'est un mal nécessaire. Comme pour Kiss, par exemple, sans pyrotechnie, ça serait un petit peu bizarre, je dirais. Ouais. Il y a des spectacles qu'on va travailler jusqu'à 3 mois d'avance. Lorsqu'on a du propane, c'est beaucoup plus complexe. OK. Kiss avait du propane. Le propane, il sert au lance-flammes, ça, surtout? C'est ça, c'est que ça donne une flamme qui est beaucoup plus jaune, qui est beaucoup plus présente, qui va faire des effets beaucoup plus longtemps que de l'alcool ou de l'ISO, des choses comme ça. Mais quand on est dans les estrades, là, je l'ai vu Kiss, là, on sent la chaleur. Il fait chaud. Mais sur scène, il faut prévoir, il ne faut pas qu'il y ait rien qui fonde ou qui... Non, il y a de la réglementation, puis on fait affaire avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je vais engager une firme, ou la tournée va engager une firme qui, eux, vont s'assurer qu'ils vont rencontrer prévention incendie, qui vont avoir toutes les licences, qui vont s'assurer qu'on est à tant de mètres des gens. Donc, c'est bien préparé. Il n'y a aucune marge d'erreur dans tout ça. Là. OK. Puis il y a tellement de...
juste le terme anglais, là, safety feature, là, oui, des règles de sécurité. Des règles de sécurité. Il y a des champignons que si on n'est plus sûr, on pèse dessus, ça coupe l'électricité partout, ça coupe le gaz partout. Donc, tout le monde est en sécurité là-dedans, puis tout le monde sait ce qu'il y a à faire pour s'assurer que tout le monde est bien là-dedans. T'hésitais avec un mot en anglais, là. Ça veut dire que toi, tu travailles uniquement en anglais, là. Souvent en anglais, oui. C'est ça. Oui. Le centre Vidéotron a ouvert en 2015. Il va avoir bientôt 10 ans. Dans votre domaine, nous, on ne connaît rien de votre domaine. Dans quelle mesure ou dans combien de temps il va être dépassé au niveau de votre technologie puis vos besoins? Il faut se rappeler qu'en spectacle, on est l'autre. Donc, eux, ils rentrent dans un endroit, dans une aréna de 20 par 85 avec un plafond de 100 pieds. Je pense que ça va prendre des dizaines et sinon peut-être pas des centaines d'années, là, mais ça va être très, très, très long. OK. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on a le plafond en conséquence. OK. On a le plancher, la grandeur en conséquence. Et ce qui, au centre Vidéotron, nous aide beaucoup pour certaines choses, c'est qu'on peut rétracter les sièges 360. Quand on fait un Monster Spectacular, on va rétracter tous les sièges. Donc, les camions ont beaucoup plus de place pour se promener. Si vous venez au centre Vidéotron, vous remarquerez, il y a 2 teintes de bleu dans les sièges. Les teintes de bleu en bas, eux autres, ils peuvent se rétracter au complet. Puis ça vous donne quelle largeur de plus au total? Ça nous donne à peu près, je pense que c'est 110, 115 par à peu près 300, 320. OK, donc ça augmente quand même considérablement la surface. De beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment l'ère des nouveaux stades qui permettent cette chose-là. Oui. Est-ce que tout doit être testé avant d'être utilisé? On a parlé de pyrotechnie, mais éclairage, des tests de son, on sait qu'il y en a, là, mais tout doit être testé, là. Oui, souvent, lorsqu'on va accrocher l'accrochage sur les ponts, ils vont allumer tout de suite les machines puis les mettre dans un genre de cycle qui va passer toutes les couleurs, toutes les formes, tout ça. Puis ça va rester comme ça pendant des heures et des heures. Ils vont passer, toutes les machines sont correctes, ça va commencer à monter. Donc, ils s'assurent que tout ce qui peut être fait au sol va être fait au sol et non pas dans les airs. Tu te souviens-tu du plus gros accro que vous avez eu? Quelque chose qui tombe en panne ou qui fonctionne pas? Des fois, j'imagine que les spectateurs s'en rendent même pas compte, puis c'est pas de votre ressort. C'est un appareil qui peut briser un écran qui s'éteint en plein concert. Te souviens-tu d'un accro? Ben, comme on avait eu Mike Ward il y a peut-être 2 ans dans le temps des fêtes, puis il y avait un écran qui avait éteint pendant la première partie. Et ce qu'on avait fait, c'est moi, j'avais été voir la production, je leur ai proposé, est-ce que vous voulez qu'on descende le Jumbotron et se servir de l'écran du Jumbotron au lieu de l'autre? Puis il avait dit oui, fait qu'on avait évacué une partie du parterre pour le descendre, puis on avait continué comme ça. Vous l'avez évacué pour descendre, mais un coup descendu, on peut remettre du monde. On n'a pas le droit de le bouger avec des gens en dessous. Ah ouais, OK. OK, je savais pas. Ouais. C'est impressionnant. Puis, juste là-dessus, sur le Jumbotron, je suis allé voir les salles Barbe samedi, il y a 2 semaines, puis il était dans le plafond complètement. Puis je me suis dit que vous ne le laissiez pas là où il est dans le game des remparts pour pas cacher la visibilité des gens dans l'estrade de l'autre bout. C'est ça la raison, dans le fond? Oui. Okay. Ça prend à peu près 9 minutes. OK. Partir de sa position rempart pour le monter jusqu'en haut. Puis on peut aussi le descendre jusqu'au plancher. On a fait pour la boxe, on a fait des conférences de presse sur le plancher. Et puis l'écran géant qui était le Jumbotron était derrière. Même que des fois, vous l'ajustez pour les... tu as parlé de point de presse. Celui qui est mis en tête, c'est celle-là des Kings de Los Angeles. Ouais. Vous l'aviez mis à la hauteur de la zone... ce qui créait une arrière-scène à M. Girard. Et on a refait la même chose là, la semaine dernière pour le volleyball. Ah oui, pour le volleyball, OK, j'ai pas vu. La conférence de presse de volleyball, oui. OK. Qui a le dernier mot pour la calibration du son? Est-ce que c'est l'artiste ou c'est vous? C'est toujours l'artiste. Eux autres arrivent avec leur système de son, leur système d'éclairage. Cependant, comme pour Disney, on va utiliser notre système de son en plus de leur système de son. On va l'utiliser là, vraiment de façon minimale, juste pour essayer d'aller couvrir un petit peu plus. Mais c'est tout le temps la tournée qui arrive. Fait que si on trouve que le son est moins bon de soirée, c'est dû à l'artiste. Oui. Vas-tu leur dire, mettons? Ah, telle façon de calibrer le son, c'est peut-être pas l'idéal pour la salle. D'habitude, on va avoir des feedbacks le lendemain ou la journée d'après. Okay. Les autres, le lendemain, sont déjà dans un autre ville. Ouais, c'est ça. Okay. De mémoire, qui t'a vu qui avait le plus de son? Qui en amène. Puis moi, je me souviens quand l'ouverture du centre Vidéotron Metallica, là, c'était très, très privé. Ils avaient fermé le Colisée une journée avant. Et quand ils ont fait des tests de son au centre Vidéotron, évidemment, c'était flambant neuf. C'était l'ouverture. Puis ils n'avaient pas prévu la vibration. Vous avez-vous cette histoire-là?
Il n'y avait pas prévu Je me souviens de la bière qu'il avait brassée dans le stationnement, là. Tu souviens-tu de la bière Metallica? Non. Ouais, la bod. Elle était là pour les tests de son, puis ça devait influencer la bière, si tu veux. Ah, ouais, OK, Ouais. je me souviens pas de ça. Moi, ce que je me souviens, c'est que quand ils ont fait les premiers tests de son pour le spectacle au Centre Vidéotron, dans les loges, il n'y avait pas prévu de petits rebords sur les tablettes où ils mettent tous les verres. Puis là, ça s'est mis à vibrer. Il n'y avait pas de monde. Fait que le son se promenait encore plus, là. Et en se déplaçant plus, vu que c'est vide, la vaisselle, elle tombait. Les verres, ils cassaient. Puis là, ils ont eu à faire face, tu sais, mais c'est ça, tu sais, faut le vivre pour le comprendre. Il ne faut pas penser. Des fois, on pense penser à tout, mais on oublie tout le temps un petit quelque chose. Non, puis c'est un bon exemple parce que souvent, lorsqu'on va partir en nouvelle production, quand j'en ai parti au Cirque du Soleil, on dessine tout sur AutoCAD ou sur SolidWorks, tout ça. C'est tout beau sur dessin dans l'ordinateur. Mais quand on arrive, il va manquer un pouce là, il va y avoir un pouce de trop long. Donc, il y a toujours des ajustements à faire comme ça. Puis c'est probablement la même chose dans le cadre du bâtiment. Il y a des choses qu'on voit lorsque c'est construit, lorsque c'est là. De tourner avec le Cirque du Soleil, c'est souvent des artistes qui sont de provenance multiple, de toutes sortes de pays, des gens avec des talents complètement opposés ou différents. Ça doit être particulier. Vous vivez ensemble tout le temps lors d'une tournée comme ça, là? Oui, c'est même des fois sur 2 étages d'un hôtel. Là. OK. La vie privée, il n'y en a plus tellement rendu là. Mais oui, on est un groupe, puis on est un peu un genre de village gaulois de ville en ville. Là. On se mélange aux autres, puis ce qui était le fun avec le cirque, comparaison à une tournée de rock'n'roll, c'est que nous, on restait peut-être 1 mois ou 2 dans une ville. On avait le temps de sortir, on avait le temps de rencontrer des gens, on avait le temps de parler, on avait le temps de sentir la vibe de la ville, ce qui est différent d'une tournée qui Puis là, avez-vous des privilèges pour inviter? Mettons, tu rencontres une cocotte, tu veux l'inviter, tu peux-tu faire ça? Tu n'as pas le droit de faire ça? Moi, je reste toujours le host. Donc, j'ai pas de billet. J'ai pas de billet. Puis non, pas de toute façon, j'ai une conjointe, une fille. Je sais. Mais non, c'est ça. Nous, on reste là. Est-ce que... mais au Cirque du Soleil, on m'a raconté qu'il y avait quand même beaucoup de couples qui se formaient parce qu'ils sont très jeunes, les artistes puis les gens qui participent à ça. Puis c'est vrai qu'ils se forment quand même beaucoup de couples à l'intérieur des tournées comme ça. Oui, puis veux pas, on déménage à tous les 2 mois. On est, comme je disais, le village gaulois, donc il y a certaines affinités qui arrivent entre certaines personnes. Je pense que c'est tout à fait normal aussi. Puis à un moment donné, t'es 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, donc... Moi, j'aimerais ça. Aller accrocher des caisses de son au Centre Vidéotron. Tu as parlé tantôt, Pascal, de 185 employés pour monter la scène de Billie Eilish. Vous les prenez où? Est-ce qu'il faut être une formation? C'est une job à temps plein? C'est qui fait ça? Il y en a qui c'est à temps plein. Il y en a d'autres que c'est à temps partiel. C'est l'IATI, le Local 523, qui recrute toujours. Il y a des gens qui commencent dans le bas de l'échelle. Sans formation. Sans formation. On va avoir, dans les autres corps de métier, on a hommes de camion, on a des pousseurs. Les hommes de camion vont vider les camions. Les pousseurs vont pousser les coffres pour se rendre jusqu'à là. Ensuite de ça, ben là, il y a des gens qui font du son, de l'éclairage, mais il y a des gens qui commencent en bas tranquillement, puis qui montent, puis qui vont devenir... Ils sont formés sur le tas, là. Oui, il y en a qui sont formés sur le tas. Il y en a aussi, comme à Montmagny, il y a des classes là-bas. Il y a certaines places aussi, comme au Grand Théâtre, ils font de la formation. Nous, nos gréeurs, on fait de la formation parce que c'est vraiment très, très, très spécifique pour le Centre Vidéotron. OK, parce qu'un pousseur, ça se donne pas aux égeps, ça, là. Non, c'est ça. Mais sauf que nous, avec l'Union, la personne peut rentrer comme pousseur, mettons, le matin. Ensuite de ça, va changer de chiffre pour commencer à faire du son. Donc, au lieu de faire juste un chiffre de 4 heures le matin, elle peut finir par faire un chiffre de 8 heures, ce qui est beaucoup plus intéressant aussi. Là. Puis les salaires sont-ils intéressants? Les salaires sont intéressants. Ça va à peine, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Puis, c'est très cool de voir. J'avais vraiment l'impression d'être en arrière de la couverte, là. Ouais. Donc, dans l'arrière-scène de tout ça. Fait que c'est une perspective d'un spectacle qui est complètement différente. Fait que... Ouais, il y a beaucoup de tournées qui cherchent encore là, de mettre le 53 pieds dans l'amphithéâtre, mettre un petit peu d'eau, puis que tout apparaisse, là. Ouais. Ils n'ont pas encore trouvé comment faire. Non, mais parce que les artistes là, qui tournent comme ça à travers l'Amérique, mettons, là, on parlait de musique, là, un kit comme ça, je comprends là, que vous le montez rapidement en quelques heures, puis que ça court pour le démonter avant le petit matin, mais ça prend-tu 2 kits de tournée pour pouvoir réussir à fonctionner? Parce que, c'est le temps que tu repacks tout ça à Québec, puis avant de le monter à Boston, ça prend-tu 2 kits identiques pour faire une tournée?
Je dirais 95-98% du temps, non. OK. Il y a une tournée, un moment donné, il m'appelle, il dit Pascal, il dit la veille, on est à Toronto, il faut rentrer à 5 h du matin. OK. Là, je dis Toronto, Québec, à 5 h, tu seras pas là. On a loué une partie de l'équipement ici à Québec pour tous les moteurs pour accrocher. Donc, quand les camions ont commencé à arriver vers 10 h, ben, c'est comme si ça avait été leur kit qui avait été installé, mais c'est notre kit qu'on avait loué. Devancé les choses les plus longues à installer pour pouvoir commencer. Ouais. Il avait mal calculé le délai de route parce que là, tu peux pas mettre ça dans un avion. Là, non, c'est ça. Mais au cirque, on le fait à l'occasion. Je me rappelle, je pense que c'était Totem, on avait fait San Francisco, London en Nouvelle-Angleterre et San Jose. OK. Enfin, on a pris un 747 cargo qu'on avait rempli au complet. Jusqu'à Londres, on a fait le spectacle pour intervenir à San Jose après. OK. C'est tout un déplacement, ça. Oui. Hey, Pascal, oui, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis là, tu as des techniciens qui nous écrivent. Là, Denis, qui est un de tes monteurs. Lui, c'est matricule 523. Là. Ouais, fait que, c'est toute notre gang. Ils ont tous des numéros, c'est ça? Ben non, c'est le local 523. OK. New York, c'est le local 1, par exemple. OK. Ici, bon. Question? Oui, Kiwi. Y a-tu une tournée XYZ, y a-tu des affaires qui changent beaucoup de ville en ville? Je te donne l'exemple suivant. J'ai vu Muse à Montréal, dans la tournée Will of the People. Il y avait un gros WOTP en feu en arrière-scène, mais il n'était pas là à Québec. Il était peut-être juste brisé, tu vas me dire. Là, mais y a-tu des normes? Le service incendie veut pas, chez nous, ça rentre pas, des choses comme ça? Il y a des... En théorie, les spectacles sont tous pareils, d'une ville à l'autre. Okay. La seule chose qui risque vraiment de changer, ça va être la position de la scène. Ça, c'était, si je me rappelle bien, Mio, je pense que c'était un bris technique qu'il y avait eu, quelque chose comme ça. Okay. Mais la plupart du temps, un spectacle qu'on va voir ici va être la même chose à Montréal, va être la même chose à Toronto. La seule chose, c'est la position de la scène, tout dépendant du marché. Il y a des marchés, comme par exemple, ici, tout ce qui est Heavy, Iron Maiden, tout ça, ça se vend tout comme ça. Dans une autre ville, ça va peut-être bien moins se vendre, peut-être qu'il faut être plus rapproché. Mais la plupart du temps, c'est toujours la même chose. Puis est-ce que les tournées ont des plans qui écrivent d'avance, dans le sens que tu dis Iron Maiden, par exemple. À Québec, ça va être le plan A, on sait qu'on met la scène dans le fond. Si on va à Montréal, ça va peut-être être moins vendu, mettons, fait qu'on va en mettre aux 3/4. Oui, c'est ça. Eux autres... On applique le plan A à Québec, le plan B ailleurs, puis tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est beaucoup avec Dominique Goulet, la billetterie. Dominique, c'est celle qui book les spectacles avec la billetterie. Avec eux autres aussi, faut qu'ils rentrent dans leur argent. Là. Ils font pas ça pour le fun. Là. Fait qu'eux autres, ils vont regarder le prix des billets par rapport au nombre de billets, par rapport, comme Katy Perry, il y a 4 pits, ben, c'est un prix différent que l'admission générale. Okay. Fait que c'est une question aussi en quelque part d'argent. Mais moi, ce bout-là, j'y touche pas. Moi, c'est vraiment plus côté scène. Oui, mais si tu sais que Katy Perry, c'est 4 pits, ça veut dire que tu as déjà reçu le plan. Puis, c'est en vente. Tu sais déjà, il est en vente. Fait que... Sinon, j'en parlerai pas. OK, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies vu le plan avant que ça soit mis en vente pour voir si ça rentre et si ça fit. Oui, c'est ça. Quand tu donnes le go, fait que tu pourrais m'appeler pour me le dire d'avance des fois quand il y a des... Moi, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Metallica, ils reviennent quand? Je sais pas. Oh! mais des spectacles comme Metallica, on va peut-être les revoir, mais ils sont rendus plus dans des stades, des festivals. De retourner dans un amphithéâtre, je dis pas qu'ils le feront pas parce que je connais pas pantoute leur itinéraire, mais c'est quand même beaucoup moins payant, c'est plus laborieux, c'est plus compliqué. Ils sont obligés d'en faire plus aussi. Ou sinon, ils vont s'installer pour un 3, 4, 5 soirs en ligne dans des villes qui sont capables de... C'est ça. Parce que là, Metallica fait des 2 soirs en 3 jours dans à peu près toutes les villes en Amérique du Nord. Là. Si tu veux des billets, j'en ai à vendre pour Nashville. Là. Le 1 et le 3 mai, ils sont à Nashville dans le stade de football. Là. 2 soirs collés. Après ça, ils vont en Toronto. Et... En tout cas, ils font à peu près toutes les villes en Amérique. Fait qu'ils sont en tournée. Je te vendrai pas ça cher. Tu payes-tu l'hôtel? Non, elle n'est pas cher. Tu coucheras dans ton jaune. Merci, Kiwi. Pascal, merci beaucoup d'être venu nous voir. Très intéressant. Pascal Sioui est le directeur des opérations événementielles au Centre Vidéotron sur l'installation de tout ce qui se passe en arrière-scène. Vous êtes dans Dupont le matin.